comme je l'ai promis aux étudiants, je vais donner une série de cours intensifs sur un certain nombre de modules. En particulier l'électricité, l'électromagnétisme, un peu de mécanique, d'optique et un peu de mécanique quantique aussi. Je voudrais commencer aujourd'hui par ce premier cours en parlant de la dualité entre corpuscules. La dualité entre corpuscules est un phénomène très important dans la physique et notamment il sera le levier qui va permettre à la physique de faire des pas de géant. Pour en parler, il serait intéressant de situer ce phénomène dans un contexte historique. Les grandes étapes de la physique, il y en a une avant 1600, où on parlait de corps matériels, d'un peu de mécanique classique, je dirais même traditionnelle, et la lumière. Lulaïtan, qui est le père de la physique moderne, a fait énormément de choses dans l'optique qu'on appelle géométrique. Entre 1600 et 1800, c'est une étape où il y aura plein de développements, à savoir sur la physique des ondes, la mécanique, et surtout les idées de la physique atomique qui vont commencer à germer. Entre 1800 et 1900, le développement de l'électromagnétisme, notamment par le grand savant qui est Maxwell, la physique des ondes a vu un grand développement aussi, et la mécanique, comme vous le savez, les lois de Newton étaient là pour faire de la mécanique ce que nous en savons actuellement. Entre 1800 et 1900, c'est une période très fructueuse pour la physique. Mais c'est une période qui va poser énormément de problèmes. À savoir que la notion de déterminisme, si on connaissait la position et la vitesse initiale d'un corps, on peut prévoir cette trajectoire avec un esprit très déterministe. La physique statistique a commencé à se développer, on commençait à parler de probabilité et de statistiques, et c'est cela qui va donner un grand essor aussi à l'électromagnétisme et aux applications qui vont commencer à venir. Il y a une chose qui est très importante dans cette période, c'est que la lumière a été considérée comme pure onde. Donc l'aspect ondulatoire de la lumière était acquis, ça expliquait les interférences, la diffraction, et ça expliquait beaucoup de phénomènes optiques qu'on connaît actuellement. Cependant, le côté dualité entre corpuscules n'allait pas voir le jour s'il n'y avait pas une découverte qui fait un peu par hasard, c'est la découverte de l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est arracher un électron à l'aide d'une lumière. L'étude de l'énergie cinétique des photoélectrons qui étaient arrachés va poser énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que la physique ondulatoire stipule que l'énergie d'une onde est proportionnelle à l'intensité de l'onde ou bien à l'amplitude au carré. L'expérience était tout à fait contradictoire avec les prévisions de l'aspect ondulatoire de la lumière. Il est vrai que Newton avait déjà parlé de l'effet corpusculaire de la lumière en parlant que la lumière était tout simplement un ensemble de petites balles, qu'on appellera plutôt photons plus tard, et qui se déplaçaient à de grandes vitesses. Et il faut savoir que la vitesse de la lumière, à l'époque, était considérée comme infinie. Donc c'est ce problème qui était posé par l'expérience de l'effet photoélectrique va amener Einstein, qui avait beaucoup de lectures des livres jaunis par le temps, savait que Newton avait parlé de la notion corpusculaire de la lumière, mais personne n'avait cru. Il se propose de considérer la lumière comme
constitué de particules, avec des vitesses qui sont très grandes, c'est la vitesse de la lumière, et du coup, il va résoudre le problème de l'effet photoélectrique avec sa fameuse équation de 1905. Donc, c'est la toute première fois, d'une manière officielle et rigoureuse, qu'on va avoir une dualité entre corpuscules, mais uniquement par la lumière. « 1900 va connaître un essor considérable pour la physique, parce que c'est en 1900 que la thermodynamique va engendrer la mécanique quantique, à cause du rayonnement du corps noir, que nous verrons dans un autre cours. Le problème qui s'est posé, c'est que le seul qui pouvait être considéré comme onde et corpuscule, c'était le photon, la lumière. De Broglie, il faut bien dire de Broglie et pas de Broglie, comme disent certains étudiants, sinon ça fâche nos amis français, il serait intéressant de connaître un peu son cursus. C'était un pur littéraire, il avait une licence en histoire assez jeune, aux environs de ses 18 ans, mais les gens pensaient que les littéraires n'étaient pas très introduits, et les grosses têtes, c'est les scientifiques, et il décida de faire une licence en physique, je pense qu'il avait fait en 2 ans. Et puis il s'inscrit au doctorat, et la seule chose la plus importante qu'on peut lire dans sa thèse, un très beau manuscrit, eh bien, c'est de dire, si on a proposé la dualité entre corpuscules pour la lumière, pourquoi ne pas le faire pour d'autres corps qui, eux, ont une matière, qui ont une masse qui est différente de zéro? Il va considérer un corps de n'importe quelle masse comme une onde. Lors de la défense de sa thèse, un de ses membres de jury, et surtout son promoteur, son encadrant, va lui poser la question suivante: Monsieur de Broglie, est-ce que vous avez une idée sur des expériences ou dans la nature de la vérification de ces ondes hypothétiques que vous associez à la matière? D'une manière assez spontanée, de Broglie avait répondu: oui, la diffraction des électrons sur un cristal, par exemple. C'est quelques années plus tard, après la soutenance de la thèse de M. de Broglie, que Germer vont faire la première expérience de la diffraction des électrons sur un cristal, et ce fut une preuve irréfutable sur l'existence des ondes qui sont associées à la matière. Je tiens à remarquer la chose suivante, c'est que ces ondes de la matière, ou les ondes de Broglie, ne se manifestent que pour le microcosme, c'est-à-dire des particules qui ont des masses très très petites, parce que si on prend les corps macroscopiques, la longueur d'onde qu'ils auront est de l'ordre de 10 puissance moins 32 mètres. C'est tellement petit que c'est inobservable. Du coup, si on veut parler de l'aspect ondulatoire de la matière, c'est dans le microcosme, au niveau atomique, au subatomique, au nucléaire, qu'on va le trouver et le vérifier expérimentalement.